Salut Adrien. Ça Bien. va Ouais, aujourd'hui? ça va bien, ça va bien. Alors, c'est notre, rendez-vous, Mensuel. mensuel, on va voir peut-être qu'au fur et à mesure, ce sera un petit peu plus rapproché, mais en tout cas donc pour parler de M le sommet, pour rappeler déjà un petit peu les dates, l'affiche et puis parce que ces rendez-vous, ça nous aide à nourrir une réflexion, sur, pourquoi on fait les choses? Donc nous, on est enseignants, formateurs, maintenant organisateurs de ce sommet et quel message, au travers de que ce soit nos cours ou des événements qu'on organise, on voudrait faire passer autour du corps. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on essaie de mettre en perspective le travail, corporel, somatique, les différentes terminologies, avec, des questions de société. Quel effet ça peut avoir au-delà de l'effet individuel? Petites infos pratiques, on va voir, tu vas me dire si j'ai bien tout retenu puisque, Ouais, hein, c'est tu es le cas le surprenant. garde-fou organisationnel et tout ça. Donc la prochaine édition de M le sommet, c'est du 16 au 19 octobre 2025. Parfait. C'est ça. Jusqu'au 31 août, les festivaliers peuvent bénéficier d'un tarif, préférentiel Early Bird. Donc ils peuvent trouver toutes les infos sur m-sommet.com avec, voilà, le service de billetterie qui leur permet de réserver en avance leur ticket. Ils auront droit donc à un tarif préférentiel Ouais. Ça vaut et vraiment le coup. Franchement, on a essayé de faire des tarifs vraiment, accessibles. Le early bird, il est à 129 €, en sachant que pour ce tarif-là, tu as 5 conférences, 10 pratiques, des tables rondes et tu as accès au replay derrière. Donc franchement, c'est le prix, que tu paierais pour aller faire, 3 ou 4 cours et là, tu as 4 jours de conférences et de cours de haut vol, en fait. C'est ça, encore une fois. mmh C'est-à-dire on a réuni, des intervenants, internationaux, des grands noms, avec des disciplines très variées. Donc ça va être des points de vue super enrichissants les uns avec les autres, quoi. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup de cette affiche-là? Qui par exemple on a le plaisir d'accueillir? Oui, bah, on avait déjà révélé l'affiche, on va renommer les noms un peu rapidement. Sur les 5 conférences, on a tu pareil, tu me retoque si j'ai besoin. Donc on a Camille Allen qui sera là, on a Tias Little qui sera là des États-Unis, en direct des États-Unis, aussi des États-Unis, Carol Davis, et puis, Tom Duquesnoy et enfin pour finir Mark Walsh qui lui est plutôt britannique. Voilà, C'est c'est ça. Donc conférence. voilà, affiche internationale comme tu disais. Mmh. Et donc des gens qui enseignent donc les neurosciences, le travail sur les fascias, donc Carol Davis, elle est docteure en médecine, Tias Little qui fait un travail sur le yoga somatique, auteur d'un super livre, Tom Duquesnoy qui est passé par une carrière professionnelle de MMA et maintenant qui est plutôt dans la danse et l'expression théâtrale et Mark Walsh qui est une des références mondiales sur l'embodiment. Donc belle affiche pour les conférences. Il y a aussi des temps de pratique et des tables rondes avec, des enseignants de Fighting Monkey, d'Embodiment, de Rolfing Movement, de Pilates, de yoga, de synthèse un petit peu personnelle. Ouais. Pardon? Il y aura de la BMC, de la danse libre aussi pour cette, nouvelle édition. Ce sera la première fois qu'on a véritablement de la danse. Ouais et puis des tables rondes. Donc ce que moi je trouve très riche et c'était l'idée qu'on avait en créant ce mode de fonctionnement, cette organisation du sommet, c'était il y a des moments un peu plus de connaissances avec des conférences qui sont pas forcément bougées, mais quelquefois on bouge aussi un peu dans les conférences, qui sont des temps plus longs d'1 heure et demie. On a des temps de pratique d'1 heure. On a 10 heures de pratique en tout et pour tout sur les 4 jours, donc c'est énorme parce que, ben, c'est un sommet sur l'embodiment, donc il faut se mettre dans notre corps, quoi. On aime pratiquer, expérimenter tout un tas de nouvelles disciplines et puis, des tables rondes et ben, c'est pour nourrir notre réflexion et surtout croiser les points de vue, croiser les disciplines, apprendre les uns des autres, trouver ce qu'on a en commun, trouver ce qu'on a de différent et voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Donc inscrivez-vous, allez sur mlesommet.com, m-sommet.com pardon et vous aurez, accès à la billetterie très facilement. Tout ce travail, ça nous plaît parce qu'il y a un aspect effectivement, événementiel, entrepreneurial, mais toi comme moi, je pense qu'on est, mus par d'autres choses, par d'autres aspirations et notamment celle que, hem, on peut apporter un changement
trouver des modèles qui soient plus qualitatifs à notre sens pour, nos façons de vivre et donc ça nous a orientés à notre niveau individuel, mais c'est aussi ce qu'on transmet à nos élèves parce qu'on pense que ce travail corporel, il peut avoir d'autres effets que le bien-être, ce qui est déjà très bien, mais ou qu'en tout cas que le bien-être individuel, qu'il peut y avoir un bien-être social aussi. Parce que c'est une nuance importante souvent, que ce soit, si on s'en tient un peu au pilates ou au yoga, ça peut être des pratiques qui, encore plus aujourd'hui dans nos sociétés modernes, sont, pré individuelles, mais individualistes aussi, hein. On est sur le petit rectangle. J'utiliserais bien ce terme de narcissiques, hein, qui sont vraiment auto-centrés, assez auto-centrés. Et ça, du coup, c'est très bien d'être mis en contact avec soi, mais on perd un peu le contact avec l'autre et cet aspect de déconnexion, à soi et à l'autre, il est quand même très, très fort aujourd'hui. Ça va aussi avec, l'omniprésence de la technologie, mais même un peu une sorte, à mon avis, de d'effritement de tout ce qui crée du lien entre les gens, que ce soit au niveau social ou économique et donc que alors qu'on pense venir se faire du bien, peut-être qu'il y a certaines pratiques qui accélèrent un peu cette tendance à l'éclatement de la société et des individus. Donc, le fait d'avoir une pratique qui soit pas orientée sur la recherche de résultats, que ce soit des capacités à performer ou des résultats esthétiques, elle peut être intéressante parce que, on est plus en lien avec soi-même au niveau qualitatif justement et que le travail du corps, c'est pas qu'une mécanique. On peut développer la sensorialité, on peut aussi développer la sensibilité et se rendre compte que, notre corps, c'est pas une machine, c'est pas qu'une machine justement, qu'il peut y avoir beaucoup de subtilité et presque de poésie. Donc se relier d'abord à soi d'une façon non extractive, ça peut être intéressant. Mmh. Et ça va dans le sens de recherche de qualité. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, moi, il y a une chose qui me vient, tout de suite, c'est de dire, dans tout ce qu'on propose là, d'ailleurs au sommet, mais les techniques qui nous intéressent, on dit que souvent ce sont des techniques mind body. Hein, en anglais, on dit mind body, donc qui allient le corps et l'esprit et donc des gens qui déjà qui font ce lien entre ce qui se passe dans mon corps, comme tu disais mécaniquement, mais ce qui se passe aussi, d'un point de vue sensible, sensitif, émotionnel, intellectuel et de connecter tout ça comme étant, en fait, c'est pas connecter, c'est comme le reconnaissant comme étant une seule chose. C'est pas Mmh. connecter ça avec ça, c'est juste reconnaître que c'est une seule chose et que, ce qui se passe dans mon corps, le mouvement qui est exprimé dans mon corps est l'expression de qui je suis et de comment je me ressens et comment je me perçois et comment je me perçois est aussi l'expression de ce qui se passe dans mon corps. En fait, c'est complètement interdépendant, hein. C'est Bonnie Benbridge Cohen qui parlait beaucoup de ça, avec sa pratique de BMC. Donc déjà, il y a ce mind body et pour moi, de plus en plus avec le temps, alors je sais pas que pour moi, il y a plein de penseurs, de chercheurs de ces milieux-là qui ont on a vu émerger cette pensée-là, ces dernières années, que c'est pas seulement mind body, mais c'est mind body environnement. C'est-à-dire que c'est moi, en tant qu'être humain, un corps, un esprit, interdépendant, dans un environnement, ça veut dire, dans la nature, dans le monde dans lequel je vis, hein, donc le lien, oui, à la nature, en fait, hein, de se connecter à ce qu'il y a autour de soi, mais aussi à l'environnement social. Donc on ne peut pas extraire un individu de son environnement social. Ça veut dire que nous, en tant que professeurs, quand on travaille avec des élèves, et qu'on voit qu'il y a des difficultés corporelles, il y a des douleurs, il y a des pathologies, il y a des souffrances d'une certaine manière. Elles peuvent être liées bien sûr à de la mécanique, hein, on vient travailler sur de la mécanique, sur de la physiologie, mais souvent le problème il est plus large que ça, il est plus complexe que ça et arrive la notion de corps, d'individu psychocorporel, hein. Donc en fait, on prend le, psychosocio-corporel, on prend l'ensemble de la personne en compte et donc l'environnement dans lequel cette personne va évoluer est extrêmement, important sur l'impact que ça va avoir sur la santé de son corps, sur son fonctionnement corporel, sur ses habitudes corporelles de mouvement et ça veut dire que dans l'autre sens, quand on travaille sur un changement dans les techniques somatiques, on fait beaucoup ça. On se dit: «Tiens, on va,
changer quelque chose à l'intérieur, de notre schéma corporel ou de nos habitudes de mouvement. Par exemple, comment je vais de la position debout à assise. Est-ce que d'un seul coup, je peux augmenter ma palette de mouvements, avoir, une meilleure fonctionnalité de cette action-là? Ben, en changeant ça, on change notre perception de notre corps et on change notre action en tant qu'individu sur notre environnement autour de nous. Donc en fait, on a un impact toujours qui est complètement lié entre le corps, l'esprit et l'environnement. Et je pense que, voilà, ce qu'on essaye de partager là, au travers de ce sommet et de toutes ces discussions qu'on a, toutes ces réflexions, c'est cette notion-là. Comment d'une pratique qui pourrait sembler justement très narcissique, très égocentrée, très individuelle, je peux, selon la façon dont je vais l'enseigner, hein, c'est pas automatique, mais selon la façon dont je vais l'enseigner et selon ma sensibilité et vers quoi je vais pointer en fait, la lumière à mes élèves, je peux avoir un impact qui est plus important que ça, en fait. Oui, est-ce que c'est un espace où on peut effectivement travailler une conscience de soi différent? Effectivement, c'est pas parce que c'est individuel que c'est individualiste. Tout dépend de la façon dont on appréhende les choses. Et je pense que ça permet de cultiver une disposition d'esprit qui est pas seulement propre à cette discipline, hein, cette conscience de soi pour aller vers l'extérieur, aller vers l'autre. En fait, c'est quelque chose qu'on peut transférer, utiliser un petit peu en permanence et si on fait du football ou du bowling, ça peut marcher aussi. Donc c'est quelque chose qu'on cultive dans des espaces privilégiés, un peu comme ceux qu'on propose, mais après, qui sont, qu'on peut retrouver et utiliser en permanence. Ça peut devenir une façon d'être, une façon de faire les choses. Effectivement, c'est des espaces où on peut explorer d'autres situations et donc où, comme tu l'as dit, on peut changer sa perception, son mode de perception et son mode d'action. Et moi, je trouve que ça peut avoir une résonance, sociale ou même politique parce que j'ai l'impression que de tout temps et encore plus aujourd'hui, il y a beaucoup de, situations qui deviennent conflictuelles parce que c'est centré autour des identités, où Mmh, chacun revendique son identité mmh. et combat celle de l'autre. Et ça, quelle que soit un peu la position sur le spectre, c'est ce qui se retrouve beaucoup. Il y a des moments où effectivement, c'est important d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir construire une image de soi qui soit reconnue et satisfaisante. Oui, ce serait une sorte de Mais schéma corporel. Qu'est-ce que c'est mon enveloppe, où ça commence, où ça finit, je reconnais mon territoire en quelque sorte. voilà, une définition de soi, Mmh, et que voilà, c'est un espace, auquel on a tous droit. Mais que probablement, en fait, de l'explorer et de le visiter ou de le revisiter, ça peut permettre déjà de découvrir d'autres dimensions de cet espace, que je suis plus que l'histoire que je me raconte sur moi-même et aussi que, les frontières de cet espace, même si elles existent et qu'elles sont nécessaires, peut-être qu'elles peuvent être aussi plus mouvantes, plus adaptables et donc quand je vais justement, évoluer dans cet environnement et rencontrer d'autres, le défi, ce serait de comment je peux trouver une sorte de structure où je reste moi-même et je ne me transforme pas en flaque, où je suis pas modelé complètement par tout ce que je rencontre. mmh. Mais à l'inverse également, je vais pas essayer de façonner le monde et l'autre pour que tout corresponde à la vision que j'ai de mon espace, personnel. Voilà. Donc, voilà, en fait, comment le travail corporel, ça peut influer sur la qualité de la relation que j'ai à moi-même et aux autres et à l'environnement. Il y a un mot qui m'est venu là en t'écoutant, c'est perméabilité. Tu sais, quand on est, même dans l'environnement, quand on parle de par exemple, c'est un peu d'actualité, s'il fait très, très chaud, on sait très bien que, le fait d'avoir que des cours goudronnés, par exemple, c'est compliqué parce que ça peut pas absorber l'eau, ça renvoie de la chaleur et cetera et donc c'est important de retrouver des espaces où on va enlever le goudron, remettre de la terre, parce que la terre, elle est perméable, donc elle permet d'absorber, de renvoyer la fraîcheur et cetera et si je peux faire un peu l'analogie avec ce qui se passe avec notre corps, avec nos pratiques, ce serait un peu ça. Ce serait de se rendre et je dis même pas le corps parce que c'est se rendre en tant qu'individu, dans sa globalité et justement ce fameux être, socio, corporel.
c'est, de se rendre perméable et je pense que c'est le point fort des pédagogies somatiques. Souvent, on parle des pratiques somatiques, mais, on pourrait parler de pédagogie somatique. C'est quoi la pédagogie somatique? C'est c'est nous apprendre à, c'est être dans un espace où justement on peut expérimenter des choses, où souvent le savoir il va pas être descendant, mais il est vraiment partagé, voire le savoir va naître de l'exploration, et de la découverte et il est beaucoup plus horizontal et il va m'aider à m'accéder à cette perméabilité, à cette adaptation, à mon environnement, à mes besoins, il y a la notion d'écoute aussi qui est très importante dans la pédagogie, somatique et la notion de question. C'est-à-dire qu'on va beaucoup questionner et plutôt que d'apporter des réponses, le professeur va plutôt, poser des questions. Et donc finalement, il devient plus, facilitateur que professeur où il enseigne une discipline. C'est lui qui sait, mais plutôt et ça, je pense que c'est la recherche que nous avons en commun, n'est-ce pas Yaël? De proposer des paramètres pour une expérience. Moi, j'aime beaucoup cette idée de perméabilité effectivement parce que il faut des limites, il faut une enveloppe, hein, même au niveau, cellulaire, c'est comme ça. Ce qui permet aux choses d'exister, c'est qu'il y a une séparation. Sinon, tout serait dans une sorte de soupe, peut-être qu'à un moment dans l'histoire de l'univers, rien n'était séparé, hein, c'est une sorte de magma dont les choses émergent et donc comment on peut garder cette individualité qui nous constitue, puisque moi je suis Adrien et toi tu es Yaël, et pourtant il y a un espace pour l'échange. Et c'est la même chose effectivement au niveau du corps. Il y a des choses qui peuvent rentrer, d'autres qui peuvent sortir, mais toujours avec ce maintien de l'intégrité. C'est la même chose au niveau psychique pour l'identité, où je peux cultiver qui je suis par l'échange avec l'autre, mais sans encore une fois être complètement modelé ou me valider parce que moi je vais réussir à transformer l'autre. Enfin, il y a toujours ça et peut-être qu'au niveau des à une échelle plus grande, au niveau des frontières, bah, peut-être que les frontières, elles ont leur utilité. Si c'est des passoires, c'est un problème. Si tout est muré et que rien ne circule, c'est aussi un problème. Donc voilà, il y a peut-être, des gens qui sont plus qualifiés que moi pour, élaborer une réflexion politique, plus fine. Mais encore une fois, je pense que je parle pour moi, mais j'imagine que tu es d'accord avec moi que cette, ce travail somatique qu'on propose, il peut aussi influencer d'autres gens qui ont des compétences certaines et qui ça va changer leur façon, de voir les choses ou de faire leur travail et donc bah, peut-être voilà de penser le social, de penser le politique à partir du corps, ça pourrait donner des orientations, différentes, inédites. Du moins, on le souhaite. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe dans nos espaces de pratique, on peut le transposer n'importe où. En fait, je pense qu'une fois qu'on a accédé à ce mode exploratoire, à cette façon d'être, à cette façon d'être, de poser des questions, à cette façon d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et de pas prendre juste toujours pour argent comptant, par exemple, ce que la personne va te dire parce que elle t'assène une connaissance et cetera. Tu dis: «Ah oui, mais est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça respecte mon intégrité? Est-ce que, je peux me l'approprier et comment je me l'approprie?» Et quand dans la façon dont tu vas te l'approprier, tu vas forcément le transformer et ensuite le transposer dans d'autres endroits, en fait. Ben, je vais donner un exemple, j'aime bien toujours donner des exemples plus parlants. Ben, là, ça va être dans des choses un peu de la vie quotidienne, mais par exemple, si j'ai appris à être, dans l'écoute, dans le questionnement, dans la recherche d'informations, dans l'autonomisation en fait de mon savoir sur ma pratique corporelle, ben, je sais pas, je vais vouloir apprendre, fabriquer un poulailler ou apprendre à jouer comme de l'accordéon. Je suis désolée, c'est très rustique, c'est ma vie actuelle. Et voilà, c'est ta réalité. Ben, je vais appliquer le même système de pensée, à ces autres activités puisque en fait, c'est quelque chose que maintenant j'ai intégré dans ma façon d'être Mmh. et de fonctionner. Donc forcément, ça va ruisseler en fait dans tous mes espaces de vie, dans mes façons, d'interagir quand je suis dans des réunions, dans des façons, voilà je dois dire que par exemple, quand je suis dans des réunions maintenant et que les gens se coupent la parole,
ça me pose beaucoup de problèmes, tu vois? Ça devient compliqué, donc ça fait partie en fait, d'un ouais, d'un mode de pensée, d'une façon d'interagir et c'est vraiment intégré. Et il y a cette notion justement donc de transférabilité qui est importante, et beh, voilà, qui vient imprégner, des espaces où a priori, si on s'en tient à la définition un peu, mécanique ou sportive de ce que c'est que le mouvement et la pratique, on verrait pas le rapport entre fabriquer un poulailler ou écouter une réunion, avec, la pratique sportive. Enfin avec la pratique corporelle plutôt, pardon. Et donc ça, c'est essentiel et je trouve que encore une fois, c'est plutôt une question de disposition d'esprit que de discipline. Parce qu'on peut aussi faire, le pilate et le yoga et tout le reste de façon très désincarnée. Donc, si on aime le rugby ou le bûcheronnage, on peut le faire en conscience et ça peut nous apporter les mêmes choses. Mais en ce qui nous concerne, puisque nous, c'est la plateforme un peu qu'on utilise, ça permet aussi de changer la vision qu'on a de l'intensité. Souvent, on vient avec l'idée qu'il faut faire beaucoup, il faut faire fort pour que ça marche. Alors que là, c'est plutôt une question d'attention et d'intention Mmh, et avec une pratique très douce, très légère, pas forcément très longue d'ailleurs, hein, et ben, quelles informations je vais collecter pour pouvoir les réutiliser plus tard? Et ça n'empêche pas qu'on puisse faire des entraînements, longs, intenses, difficiles, hein, c'est pas contre. Il y a rien d'exclusif dans tout ça. Mais vraiment, ça peut changer la façon dont la, la pratique, elle peut être nourrissante et le parallèle avec l'alimentation, il est intéressant. OK, il y a des moments où on peut faire des banquets, et se gaver, et c'est très sympa et d'autres moments, en fait, où, quelques petites bouchées, ça peut être tout à fait nourrissant. Ça dépend des contextes, des situations, des besoins, des envies. Donc, parfois faire plus simple, ça peut être, assez révolutionnaire, puisque ça vient contredire ces idées d'intensité et de volume et que non seulement ça peut être bien sur le coup, mais encore une fois, ça peut venir imprégner dans toutes les situations et je te rejoins sur le fait que quand les gens se coupent la parole, moi j'écoute un peu la radio et tout ça, et je trouve, enfin j'ai du mal justement dans ces moments-là, ça me donne plutôt envie d'éteindre la radio, quoi, parce que dans la qualité du dialogue, c'est très pauvre. En fait, les gens, ils veulent placer leur truc, là pour le coup, les identités sont pas très étirées, quoi. Il y a mmh. pas beaucoup d'échanges. Il y a pas beaucoup d'écoute, en fait. On a beaucoup parlé de ça, précédemment déjà entre nous, la qualité tu parlais d'intensité, pour moi l'intensité, elle peut venir de l'intensité de l'attention qu'on met à une tâche et puis de l'intensité de l'écoute. L'écoute peut être quelque chose de très actif. Souvent on voit, on imagine l'écoute comme étant quelque chose de très passif et l'écoute peut être excessivement actif. C'est-à-dire que de pas être et c'est vrai qu'on a été et de plus en plus, je pense, avec les réseaux sociaux, avec une certaine agilité à répondre très, très vite, on a tout de suite on entend quelque chose, on veut réagir et en fait, d'essayer de prendre ce temps de vraiment absorber l'information. Oui, j'ai des pensées qui viennent, peut-être besoin, là, je vois que tu vas d'écrire des choses pour se dire: Je vais avoir besoin de rebondir là-dessus, de réfléchir, mais de pas le dire tout de suite, d'être dans l'écoute et de vraiment prendre ce temps et ça, c'est très somatique, d'observer qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça? Des fois, tu vas entendre, ben, justement, tu parlais de radio, des opinions, qui te heurtent. On parlait de ça hier aussi. C'est pas toujours des pratiques confortables, hein, qu'on va faire non plus. Des fois, on va faire des pratiques qui sont extrêmement inconfortables. Qu'est-ce que ça me fait de m'astreindre à le faire? De continuer dans cette, bah, faut pas que ce soit délétère et que ça soit, ça risque de me faire mal, mais quelque chose qui me voilà, qui ne me convient pas tout à fait, qui est pas habituel, qui est pas confortable. Est-ce que je peux continuer à le faire ou continuer à écouter quelque chose qui n'est pas confortable pour moi et de voir ce que j'en fais? Comment je le transforme, en fait? Et comment j'y réagis ensuite? Et mon com ou mais même le mot «réagir», serait peut-être pas le mot, le plus adéquat. Comment j'agis ou comment je réponds à ça? Répondre plutôt que de réagir. Ouais, peut-être. Je trouve que c'est intéressant effectivement pour, a développer un peu cette notion d'inconfort, que justement ça peut être une pratique douce et lente et petite et que ça peut générer de l'inconfort. On n'est pas obligé toujours, encore une fois, d'aller dans l'intensité ou dans le volume, et que peut-être, justement
une certaine lenteur qui permet d'observer quelles sont les réactions pour effectivement ne pas être dans la réactivité tout le temps, et je pense au yin yoga, par exemple, qui est une pratique, immobile. Alors avec beaucoup de soutien par contre, hein, c'est pas un travail où on va défier sa souplesse, mais pour situer, donc c'est des postures de yoga au sol qui peuvent ressembler à des étirements, mais qui sont très soutenues. On peut mettre plein de coussins, plein de briques pour justement que ce soit pas trop intense. Mais par contre, on va rester longtemps immobile. C'est ce qu'on peut faire debout aussi en qigong, par exemple. Oui. Et dans ces espaces-là, et ben, il y a des choses qui vont se produire. Parce que ne pas bouger, ne pas changer tout de suite et aussi de ne rien faire de spécial, puisque s'il fallait serrer les dents et tenir coûte que coûte l'étirement, on pourrait se distraire avec ça. Mais là, en fait, c'est comme si on ne pouvait plus vraiment s'échapper. On est un peu face à soi-même, donc il y a des sensations, des pensées, des émotions qui vont venir et donc que paradoxalement, ne pas faire ou faire petit ou faire lent, ça peut être un défi et ça peut être très ouais, déstabilisant, surtout dans cette époque où effectivement le travail, il est associé à l'intensité, au volume, et donc on peut se découvrir pas mal dans ces espaces. Justement, cette lenteur, cette, basse intensité, elle nous ouvre des ressources pour plus tard, pour quand ça va vite, quand ça va fort, eh ben, on a cultivé un petit peu d'espace, de buffer, disons, où, et bah, justement, on a cet espace pour absorber un peu. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça la dernière fois, mais il y a Emmanuel Carrère qui a écrit un livre qui s'appelle Yoga, il y a un Oui, oui, moment. oui. Ouais, je l'ai lu. Et Ça commence où il est en retraite vipassana. Oui. exactement, et mais bon, voilà, il parle du yoga et de la méditation et en même temps de sa bipolarité, enfin ça mélange plein de choses intéressantes et à un moment, je crois que c'est dans celui-là où il parle de profondeur stratégique. Il explique que la Russie, c'était un pays difficile à envahir et que ceux qui s'y sont essayés, alors au début, ils rentrent, ils arrivent à conquérir du territoire, donc les autres reculent, reculent, reculent et puis à un moment la dynamique, conquérante, elle s'épuise un peu, ils sont plus fatigués et hop, il y a le reflux parce que justement, on avait de la place pour absorber et pour chasser, ceux qui avaient essayé d'envahir le territoire. Et là, c'est un peu pareil, de cultiver cette lenteur et cette douceur, ça nous donne de l'espace, parce que si je suis déjà dos au mur et que l'autre me pousse, bah, tout de suite, j'ai plus de place, donc j'ai envie de réagir. Alors que, bon, si l'autre me pousse un peu, mais que derrière moi, j'ai tout l'espace que je veux, bah, il me pousse un peu, je fais deux trois pas, certes et puis OK. J'ai de l'intégrité, tu parlais de ça tout à l'heure, en fait, ça entame pas forcément mon intégrité. Mmh. Donc ça peut vraiment avoir une dimension relationnelle, de faire ce petit travail, d'attention et de lenteur et de douceur. Mmh. C'est une sorte de ressort, en fait. Ça te donne un ressort, au sens propre comme au figuré. Dans les pratiques qu'on fait au village des pruniers, dans la tradition bouddhiste de Thich Nhat Hanh, on pratique, l'écoute active, énormément. Donc ce sont des pratiques qui t'enseignent, hein, donc tu as des techniques mais globalement, c'est, savoir écouter sans réagir, savoir écouter sans parler, sans donner son avis, sans rebondir sur ce que l'autre dit. Voilà, juste être présent pour que l'autre puisse se déposer. C'est un travail très difficile, en fait. C'est extrêmement difficile. Oui et plus il y a d'implication, émotionnelle avec l'autre, plus c'est difficile. Mais plus c'est nécessaire aussi. Donc probablement justement, hein, sur le fait que ce travail corporel en conscience et encore une fois, c'est pas, lié à une technique précise, ni dans ce domaine-là, ni en général, hein, mais l'attention qu'on porte à soi, elle peut avoir un effet bénéfique sur l'attention qu'on va porter à l'autre et effectivement, bah, de pouvoir écouter, ça me paraît essentiel et c'est ce qui manque quand même beaucoup. Ouais, dans un monde où tout va trop vite. Donc c'est vrai que ces pratiques de corps, dites somatiques que l'on propose et en tout cas l'approche qu'on a envie de partager avec vous, pendant même le sommet, c'est exactement pour cultiver ça, pour cultiver ces réflexions, hein, déjà rester en réflexion autour de ces sujets-là. On n'a pas la prétention d'y apporter des réponses, absolues. On cherche surtout beaucoup à se questionner, hein et puis d'amener, des pratiques et des personnes qui sont dans cette même recherche pour nous donner, ben, justement des outils pour nos pratiques personnelles, pour nos pratiques, en tant qu'enseignant, pour réfléchir à si je peux dire ça en quelque sorte, à notre rôle dans la société.
parce que finalement, on a aussi, quelque chose à apporter en tant qu'enseignant, du corps dans la société. Voilà. Donc qu'est-ce que ça pourrait Mmh. être? Parce que là, je suis la formation d'embodiment avec Mark Walsh. Chez lui, il parle beaucoup de régulation. Mmh mh. Donc, il y a l'autorégulation, comment moi je peux heu, me réguler avec ma respiration, plein d'exercices. La co-régulation, où c'est l'échange avec l'autre qui va permettre d'apaiser ou d'activer, hein, d'ailleurs. La régulation, c'est pas que vers le bas. L'éco-régulation, donc le fait d'être en contact avec la nature, avec l'environnement. Et lui, il parle de théorégulation, donc c'est pas forcément quelque chose de religieux, mais en tout cas un truc plus grand que soi, qui peut être le sens qu'on donne aux choses, à notre vie, à notre démarche. Et ça aussi, en fait, ça a un rôle de régulateur parce que, je pense que, comme tu viens de le dire, ça remet les choses en perspective. On a un contexte qui peut nous animer et nous soutenir. Donc ça, c'est important. Donc c'est vraiment formidable ce travail somatique, il faut s'y intéresser si c'est pas encore le cas et surtout, il faut s'inscrire à M le Sommet. Tout à fait. Moi, je vois que c'est les discussions qu'on a ici, on n'a pas encore vraiment, défini les thèmes des tables rondes, mais probablement on aura des tables rondes qui retourneront autour de ces sujets-là. Parce que voilà, c'est plein de portes d'entrée en fait, fantastiques pour après aller creuser, bah, justement, le rôle de l'enseignement, la pédagogie, l'interaction, voilà, c'est vraiment ces sujets-là qui nous intéressent. Donc voilà, moi je vois bien des tables rondes autour de des 2-3 derniers sujets là dont on a parlé, pendant les lives. Eh bah, très bien. Voilà, l'inspiration naît, c'est, un système dynamique. Tout à fait. Ouais, moi c'est ça que j'adore. C'est ça qui fonctionne bien, je pense qu'entre nous 2 aussi, ça on fait un bon ping-pong. Et comme ça émergent des choses. Ouais, 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 il y a quelques notions là qui sont sorties aujourd'hui que j'ai appréciées aussi. Mmh. Et ben, Très merci bien. beaucoup Adrien. Et c'était un plaisir, Yael. Et Mmh, donc, on se revoit bientôt de toute façon pour un prochain live tout à et fait. comme ça, à la fois pour, développer notre pensée somatique, moi j'aime bien dire ça, et puis pour continuer à mettre en perspective les propositions qu'on fait durant M le sommet avec, ce qui peut intéresser soit les pratiquants, soit les enseignants. Pour l'aspect vraiment, technique en ce qui concerne leur rapport avec les disciplines, mais aussi de voir que le travail, corporel, il peut influencer tous les domaines de la vie. Il peut imprégner, Ouais, tout à fait. parce C'est qu'on la est fameuse perméable. pédagogie de l'imprégnation. Super. Ben, Merci merci beaucoup. Adrien. Salut.